Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 20h30 sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. D'abord, les titres du journal. Le Zimbabwe fête ce mercredi 18 avril 2018 ses 38 ans d'indépendance, une première pour Emmerson Mnangagwa en tant que chef de l'État. Au Sénégal, le projet de loi sur le parrainage attise des tensions. Il devrait être présenté ce jeudi à l'Assemblée nationale. Dans ce journal, nous aurons en direct de Dakar le professeur Amsatousso Sidibé. Et puis au Gabon, l'installation ce jeudi des membres du Centre gabonais des élections. Le journal de 20h30 sur Label Radio et Télévision, une présentation de Aziz Adewale Tchondi. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Le Zimbabwe, Bob Marley, de son vivant, avait chanté pour l'indépendance de ce pays. Eh bien, il y a 38 ans maintenant que le Zimbabwe a accédé à ce statut. Et aujourd'hui, le pays a fêté cette indépendance pour la première fois sous l'ère Emmerson Mnangagwa. Précédemment, ça se faisait sous le regard tutélaire de Robert Mugabe qui a été renversé il y a quelques mois. La célébration de la fête nationale d'indépendance du Zimbabwe a été marquée ce mercredi au stade national d'Harare par des sauts en parachute de militaires. Les parachutistes ont arraché les cris de la foule. L'un des speakers, un officier de l'armée, présentait sous les hurrahs les différents commandos. D'autres démonstrations ont été faites, notamment l'héliportage de quelques militaires. L'armée, pour ce 38e anniversaire célébré sans Robert Mugabe, a eu une place de choix dans ces manifestations. Ce qui traduit de l'avis de certains analystes son rôle central dans le pays. On rappelle qu'Emmerson Mnangagwa, ancien vice-président de Robert Mugabe, a été porté au pouvoir par cette même armée. La fête s'est terminée au stade d'Harare par un ballet de majorettes, puis de groupes folkloriques traditionnels qui se sont produits devant le couple présidentiel. Et l'un des défenseurs, nous en parlions de l'indépendance du Zimbabwe, est Robert Nesta Marley. Robert Nesta Marley qui a une statue qui devrait être érigée au Zimbabwe. Il faut noter que Robert Nesta Marley s'était produit gratuitement après l'accession du Zimbabwe à l'indépendance à Harare, la capitale de ce pays. 3 jours après l'anniversaire de la naissance de Bob Marley, le 6 février, jour célébré dans son pays d'origine, la Jamaïque, Martin Chimere, qui a mis en avant l'héritage de Robert Nesta Marley, a affirmé que le projet de construction d'une statue à l'effigie de la star jamaïcaine semble avoir l'aval des autorités. Cependant, pour que le projet arrive à son terme, quelques conditions sont à respecter. En effet, la statue doit être accessible au grand public et doit être préapprouvée par la famille Marley. Quant aux sources de financement, elles doivent provenir du Zimbabwe ou d'un sponsor privé. Notons que de son vivant jusqu'à sa mort, Bob Marley a eu de bonnes relations avec le Zimbabwe, notamment dans sa quête d'indépendance. En 1979, il dédia au Zimbabwe un titre éponyme dans son album Survival. Puis, en 1980, année où le Zimbabwe a obtenu son indépendance, il organisa un concert gratuit au stade Rue Faro pour lequel il refusa de prendre un cachet pour se produire. Nous voici au Sénégal. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la situation politique est tendue depuis plusieurs semaines. En cause, eh bien, une loi, un projet de loi qui devrait instaurer des parrainages pour participer à l'élection présidentielle. Eh bien, cette loi est rejetée par l'opposition qui a manifesté, notamment en France, où le consulat du Sénégal en France a été pris d'assaut. Il est prévu peut-être des manifestations à Dakar. Georges Aboké. Les députés sont convoqués en séance plénière jeudi 19 avril 2018 à 9h pour examiner 2 projets de loi dont celui portant révision de la Constitution. Cette révision, si elle est votée, obligera tout candidat à la présidentielle, aux législatives et aux municipales à recueillir 1% des électeurs inscrits sur le fichier électoral au moins dans 7 régions, soit 65 000 électeurs.
Pour les membres de l'APR, l'Alliance pour la République au pouvoir, cette disposition contribuera à crédibiliser et à légitimer les candidatures, en ce sens que le candidat sera investi de la confiance du peuple dès lors qu'il y aura une expression de la volonté des signataires de se faire représenter. L'APR estime que d'une manière ou d'une autre, il faut parvenir à rationaliser l'espace politique sénégalais, marqué par un nombre exorbitant de partis et de candidats aux diverses élections. Ce projet de loi est rejeté catégoriquement par l'opposition et la société civile qui prévoit une manifestation devant l'Assemblée nationale le jour du vote. Les Sénégalais qui n'approuvent pas la loi, très controversée sur le parrainage des candidats à l'élection présidentielle, se préparent activement. L'opposition et une partie de l'opinion voient dans cet exercice une volonté manifeste du pouvoir d'écarter certains candidats qui pourraient compromettre la réélection de Macky Sall, l'actuel président. Des activistes anti-parrainage se livrent même à la distribution gratuite de masques anti-lacrymogènes en vue de leur manifestation devant les grilles de l'Assemblée nationale pour empêcher l'adoption de cette loi qui sera défendue par le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall. Nous restons au Sénégal où nous allons avoir en direct le professeur Amsatou Sow Sidibé qui est universitaire et présidente du parti d'opposition CAR Lenen. Professeur Amsatou Sow Sidibé, en quoi la loi sur le parrainage vous fait-elle peur? Bonsoir. Merci beaucoup. Ce projet de loi sur le parrainage fait peur parce que c'est une loi de circonstance. Une loi qui est faite pour l'élection présidentielle de 2019. Nous avons le sentiment fort que certains candidats dérangeants sont en prison, d'autres qui ne peuvent pas être en prison risquent d'être bloqués par cette loi sur le parrainage. C'est une loi qui est le résultat des actions d'un pouvoir autoritaire qui fait régner la discrimination et qui ne tient pas compte de ce que des dispositions qui remettent en cause fondamentalement les principes constitutionnels du Sénégal, eh bien, doivent faire l'objet d'un consensus. Vous estimez, professeur, qu'il n'y a pas eu consensus? Il n'y a pas de consensus autour de cette réforme qui est fondamentale, qui normalement devait figurer parmi les points à discuter au référendum de 2016. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas de consensus. Il y a de la précipitation à faire voter cette loi à quelques encablures de l'élection présidentielle de 2019. Il y a une perturbation au niveau des populations qui ne comprennent pas pourquoi le régime, le pouvoir voudrait précipiter cette réforme, encore une fois, qui n'a pas été discutée. Ça vous rappelle un certain 23 juin 2011? Le peuple est souverain. C'est au peuple de choisir. Le 23 juin, le peuple avait choisi. Demain jeudi, nous verrons si le peuple a choisi ou non. Mais ce que je sais, c'est qu'une bonne partie de la population dit non au parrainage, dit non au tripatouillage de la Constitution pour des fins tout à fait subjectives. Voilà ce que je peux dire sur cette question pour l'instant. Professeur Amsatou Sow Sidibé, merci. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir d'intervenir sur Label TV. C'est une télévision panafricaine qui donne aussi l'opportunité de s'adresser à toute la diaspora africaine. Je vous remercie vivement de m'avoir permis de communiquer avec mes frères et sœurs d'Afrique, en Afrique et ailleurs. Merci beaucoup. C'était le professeur Amsatou Sow Sidibé, universitaire émérite
et présidente du parti Carlenen, parti d'opposition au Sénégal. Toujours au Sénégal, nous avons cette fois choisi d'avoir un politologue. Il s'agit du professeur Bassirou Kébé. Le professeur Bassirou Kébé revient également sur la question. Il est en repérage. Professeur Bassirou Kébé, bonsoir. Bonsoir. Je pense bien que le projet de loi sur le parrainage, si il est adopté, apporterait certaines modifications ou changements ou certains changements dans la configuration politique actuelle du Sénégal. En ce sens que, d'abord, il y a la Constitution, à mon humble avis, qui est violée à son article 103, parce que vous savez que le Sénégal a adopté lors d'un référendum une nouvelle constitution en 2016. Cela ne fait pas encore, 2 ans, mais cette constitution qui a été révisée par référendum précise en son article 103 que la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. L'alinéa 7, donc, vous voyez, vous voyez que cet article 103 interdit déjà, toute modification de la Constitution. Donc, notamment le mode d'élection, la durée. Et ici, la loi sur le parrainage va modifier le mode d'élection. Mais la loi sur le parrainage également va faire un peu de la discrimination négative. Pourquoi? Entre partis politiques et indépendants. Ceux qui sont en train de théoriser que oui, le parrainage a existé avec les indépendants, oui, les indépendants n'ont pas d'organisation politique, ils n'ont pas de parti politique. Mais les partis politiques sont reconnus par le ministère de l'Intérieur qui leur délivre un récépissé après enquête. Et cela veut dire quoi? Un parti politique qui a fait 10 ans, 5 ans, 1 an à conquérir le pouvoir, à se battre en mettant en place son organisation, ses hommes, ses femmes, ses moyens, mais est traité sur un même pied que le candidat indépendant qui se lève du jour au lendemain pour dire que je suis candidat. Donc vous voyez qu'ici, il y a rupture d'égalité. Bassirou Kébé, pour finir, cette loi a-t-elle des chances de passer? Bon, vous savez, nous sommes au Sénégal, surtout avec ce régime. C'est la majorité mécanique. Les gens ne cherchent même pas à comprendre. Ils ont ce qu'on appelle la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc quand le chef, le patron, donne un mot d'ordre, mais c'est un mot d'ordre qu'il faut respecter par les députés. Mais je pense que ce que nous entendons, ce que nous voyons au Sénégal actuellement présage en tout cas d'une forte mobilisation des Sénégalais qui ne sont pas députés et qui sont contre cette loi. Et je pense que le rapport de force ne se fera pas à l'Assemblée nationale au sein de l'hémicycle parce que le pouvoir, le Macky Sall et son régime ont la majorité mécanique, donc nombre de députés. Ils vont voter certainement de façon aveuglée. Mais ce que nous constatons aujourd'hui depuis ces jours-ci, c'est qu'il y a une forte mobilisation. Vous savez, la vie politique au Sénégal, il faut la lire sous forme de triangle. C'est l'opposition, c'est le pouvoir, mais c'est la société civile également. Et aujourd'hui, les deux éléments du triangle sont presque tous contre cette modification. Mais également, les Sénégalais, vous le voyez bien, qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui, à mon humble avis, une affaire des acteurs politiques seulement ou des partis politiques, surtout de l'opposition, mais c'est une affaire de tous les Sénégalais. Parce que cette loi-là, quand nous l'analysons, on a comme l'impression qu'elle n'est pas, dans même l'exposé des motifs, elle n'est pas impersonnelle. Donc voilà autant d'éléments qui prouvent que c'est vrai que s'il ne s'agit que de l'Assemblée nationale, nous pouvons dire qu'elle va passer. Mais si les populations se mobilisent, comme elle l'avait fait un certain 23 juin,
parce que Abdoulaye Wade, à l'époque, a été obligé de reculer. Merci, professeur Bassirou Kébé. Je rappelle que vous êtes politologue et vous étiez à l'instant en ligne de Dakar. La suite du journal au Gabon avec le Conseil gabonais des élections. C'est l'organe qui va désormais organiser tous les scrutins, qui a été installé ce mercredi même par le ministre de l'Intérieur. Une cérémonie sobre au cours de laquelle le ministre de l'Intérieur a choisi de prodiguer quelques conseils en présence de Landry Combenzouba. Le ministre gabonais de l'Intérieur Lambert Noël Mata, 112 heures après avoir dévoilé la liste des noms des membres du Conseil gabonais des élections CGE, a procédé ce matin à leurs installations. Le ministre de l'Intérieur a non seulement installé les membres de la commission ad hoc du Centre gabonais des élections, mais il a aussi procédé à l'installation du collège spécial de cet organe. Composé sur la base du principe de la parité, la commission ad hoc comprend 8 membres, dont 4 de la majorité et 4 de l'opposition. Cette commission est chargée d'examiner les candidatures des personnes qui souhaitent diriger ce centre. Le collège spécial est composé de 10 membres, soit 5 pour la majorité et 5 pour l'opposition. Ce collège est chargé quant à lui d'élire le président du Centre gabonais des élections. En marge de cette cérémonie, le conseiller en communication du ministre de l'Intérieur a procédé à un appel à candidature pour le poste de président du Centre gabonais des élections qui reste à pourvoir. Pour rappel, le Centre gabonais des élections remplace la Commission électorale nationale autonome et permanente. Ce centre est l'organe qui doit désormais gérer toute élection en République gabonaise. La mise en place du Centre gabonais des élections est une décision issue du dialogue politique d'Angondjé. Coopération Sud-Sud, le Gabon et la Côte d'Ivoire ont choisi de renforcer leurs liens et surtout leur coopération dans les domaines maritimes, dans les domaines des transports maritimes, aéroportuaires et portuaires. En ce qui concerne aussi les transports urbains, les deux pays vont certainement échanger sur la possibilité pour le cas du Gabon de bénéficier de l'expertise de ce pays en matière de transport urbain. Le partenariat dans le secteur du transport entre la Côte d'Ivoire et le Gabon intervient au terme d'une visite de 3 jours en Côte d'Ivoire de la ministre gabonaise chargée des transports et de la logistique pour s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière de transport public. Au titre du transport public urbain, les préoccupations de la délégation gabonaise s'inscrivent principalement dans la restructuration opérationnelle et financière de la Société gabonaise de transport, la SOGATRA, dans un cadre juridique et organisationnel défini. Tout en se réjouissant de la bonne santé de la Société des transports abidjanais, la SOTRA, qui a connu des ennuis dans un passé récent, le ministre des Transports ivoirien, Amadou Koné, a affirmé sa volonté à travailler avec son homologue du Gabon, Estelle Ondo, pour le décollage de la SOGATRA qui rencontre en ce moment les pires difficultés. Au titre du transport maritime, les deux parties ont décidé de renforcer leurs relations à travers la coopération interportuaire entre le port autonome d'Abidjan et le port d'Ovendo et par extension l'OPRAG, l'Office des ports et rades du Gabon. Des dispositions doivent être prises en conséquence. S'agissant du transport aérien, le Gabon et la Côte d'Ivoire, membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, ont décidé de la poursuite de leur coopération. Un accord entre les deux pays dans ce domaine avait été signé le 10 juillet 2013 à Abidjan. La signature d'un accord sur les services de recherche et de sauvetage en complément d'un accord aérien est donc envisagée. En conséquence, les deux parties se sont engagées à prendre des dispositions. L'établissement d'une coopération sud-sud fructueuse entre la Côte d'Ivoire et le Gabon est donc en marche. L'Agence française de développement est toujours un partenaire de premier plan pour soutenir les projets de nombre de pays africains. L'agence, qui a fait son bilan il y a quelques jours, va encore mettre la main à la poche pour appuyer certains de ses partenaires du continent. L'AFD, l'Agence française de développement, est l'opérateur pivot du dispositif français d'aide publique au développement.
L'AFD a engagé 5,2 milliards d'euros sur le continent africain en 2017, une enveloppe en hausse de 15% par rapport à 2016 et qui représente 50% du montant total des financements servis par l'institution et 80% de l'effort financier de l'État français. Au total, l'AFD a accordé des financements de 10,4 milliards d'euros pour 752 projets dans les pays en voie de développement en 2017. En 2 ans, les engagements de l'Agence française de développement ont cru de 25% et doubleront de taille sous peu. L'AFD a globalement renforcé son soutien à la société civile, aux collectivités territoriales et au secteur privé du Sud en progression de 30% et représentant près de 5 milliards d'euros, mais aussi aux banques de développement nationales et multilatérales, aux institutions européennes et aux grandes fondations. En ce qui concerne les projets soutenus, l'institution, qui espère devenir la première institution 100% Accord de Paris, a mis l'accent sur la lutte contre le changement climatique et ses conséquences, un domaine auquel elle a consacré plus de 4 milliards d'euros, dont 1 milliard réservé aux énergies renouvelables en Afrique. Les projets soutenus ont par ailleurs permis l'accès à l'eau potable pérenne pour 822 000 personnes, l'accès à l'électricité pour 365 000 personnes, la protection ou la restauration de 16 millions d'hectares d'espaces naturels et la scolarisation de 396 000 filles. Au bout du compte, l'Agence française de développement a dégagé un résultat net de 313 millions d'euros durant l'exercice écoulé. La pratique du théâtre est un atout pour l'éducation et la formation des jeunes. Il a été initié au Gabon un tournoi interscolaire, une compétition interscolaire qui a permis bien sûr d'avoir quelques établissements qui ont tiré leur épingle du jeu, et la première de cordée est le lycée privé Le Guide de nos enfants et qui a remporté la Palme d'Or. Nathalie Okeela. Au terme de cette première édition du Festialib, Festival interscolaire du théâtre, un seul établissement du bassin pédagogique de l'Estuaire à Libreville remporte la compétition. Il s'agit du lycée privé Le Guide de nos enfants avec 207 points et devant le lycée Georges Mabignat, pourtant favori selon les membres du jury. Pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Acte 10, versets 34 à 36. Cinq établissements étaient en compétition et c'était une initiative du lycée Blaise Pascal de Libreville au Gabon. Ce festival est né d'une idée ambitieuse, celle de faire concourir plusieurs établissements scolaires, la mise en scène et aussi le jeu. C'est une vaste ambition. L'objectif de cette rencontre entre élèves du bassin pédagogique de la capitale gabonaise, créer une émulation, promouvoir la culture en milieu scolaire, mais surtout créer une ambiance conviviale entre les différents élèves des établissements de la capitale gabonaise. La situation de l'école au Sénégal est des plus précaires. Les enseignants sont en grève depuis plusieurs mois, une grève perlée qui a du mal à s'arrêter malgré les engagements pris récemment par le chef de l'État sénégalais Macky Sall pour répondre à quelques exigences des enseignants. La situation de tension qui règne dans le secteur éducation au Sénégal est loin de connaître son épilogue. L'école publique est en crise, une crise menée sur le terrain par les enseignants depuis le début d'année 2018. En toile de fond, le non-respect des engagements pris par l'État sénégalais depuis 2014, notamment le problème d'indemnité de logement pour tous les enseignants qui devraient être revus à la hausse, comme c'est le cas pour tous les fonctionnaires sénégalais. Un montant qui est fixé aujourd'hui à 60 000 francs CFA. Récemment, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, avait proposé une hausse de 25 000 francs CFA. La prime a été rejetée par la coalition des syndicats du secteur éducation. La tension persiste donc entre le gouvernement et les syndicalistes qui estiment que l'État doit respecter les engagements pris au sortir des assises de 2014. Une crise structurelle de l'école sénégalaise qui semble atteindre un point de non-retour. La situation
plonge la Fédération des parents d'élèves dans le désarroi et l'impuissance totale, qui en appelle les deux parties à revoir les intérêts des enfants sénégalais. L'actualité, c'est aussi hors du continent africain. Notre tour dans le reste du monde, c'est le monde en bref. Une visite secrète relevée par Washington vient d'avoir lieu en Corée du Nord. Celle-ci était conduite par le directeur de la CIA, Mike Pompeo. Visite secrète qui prépare probablement une rencontre entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un de Corée du Nord. Celle-ci pourrait se tenir en juin, un tête-à-tête historique. Une enquête de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques est en cours en Syrie, dans la ville de Douma, qui n'est plus qu'une ruine suite aux multiples attaques. Les enquêteurs internationaux vont faire la lumière sur l'utilisation présumée des armes chimiques sur cette ville en début du mois d'avril. Une attaque qui a fait au moins 40 morts. À la veille du mondial de football de Russie, les autorités tiennent à mettre en garde les populations face au débordement pour préserver l'image du pays. Les autorités privilégient le contact avec les groupes de supporters radicaux pour leur signifier les sanctions encourues en cas de débordement. Ceci suite à la rencontre de football amicale entre la Russie et la France il y a 2 semaines. Le racisme dans les stades en Russie est une réalité et il va falloir y pallier avant le démarrage de la Coupe du Monde. Mais il y a que sur le continent africain, il y a énormément de passion pour le football. On se passionne surtout pour les matchs de Ligue des champions européenne, des matchs qui voient se produire de très grands talents. Aussi des talents du continent africain. Et Séni Amar revient sur cette forme de passion qui se développe sur le continent africain. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Africains sont de plus en plus nombreux dans le continent à suivre les plus grandes compétitions européennes de football. Real de Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich, Manchester United, City, Chelsea, l'Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain et bien d'autres clubs sont adulés en Afrique. Au Sénégal, la passion des fans de l'Olympique de Marseille les a amenés à créer l'association des supporters de l'OM. Ces hommes et femmes se retrouvent devant leur petit écran aux couleurs de leur club à chaque fois que celui-ci joue. Lorsque l'équipe de la Canebière gagne, c'est des scènes de liesse dignes d'une victoire de l'équipe nationale. Selon ce Marseillais de cœur dont la couette est aux couleurs de son club, son amour pour la première équipe française vainqueur de la Ligue des champions européenne en 1993 s'explique par le fait que plusieurs footballeurs africains y ont fait carrière, à l'image de l'actuel président du Libéria, Georges Weah, le Ghanéen Abedi Pelé, l'Ivoirien Didier Drogba ou encore le Sénégalais Mamadou Niang. À Yopougon, à l'ouest d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Lui, Kouassi, est un supporter du FC Barcelone qui n'a pas pu manger au soir de l'élimination de son club en quart de finale de Ligue des champions contre l'AS Roma il y a quelques jours. Il confie également que la nuit fut longue ce jour-là pour lui. La dernière coupe aux grandes oreilles que le Real de Madrid a remportée face à la Juventus de Turin a permis une fois de plus aux nombreux fans de la Maison Blanche en Tunisie de se retrouver autour d'un écran géant installé pour la circonstance. Ils ont scandé pendant des heures les noms des joueurs. Interrogé sur la passion des Africains pour ces grands clubs européens, le journaliste sportif ivoirien Jean-Claude Jacques souligne que le boom des médias européens a été à l'origine de cet intérêt des Africains au football du vieux continent où les infrastructures incitent à suivre les matchs. La preuve plus que jamais que le football déchaîne les passions. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous de l'information sur votre chaîne panafricaine internationale Label Radio et Télévision. Merci à tous ceux qui ont concouru à la réalisation du journal et surtout merci à vous de ne jamais désespérer de l'Afrique car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programme.